Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Dans cette émission, nous allons aborder une thématique d'actualité dont on parle depuis quelques années déjà. C'est la gestion intelligente des territoires, ou ce qui est communément appelé les Smart Cities. Et nous allons prendre comme exemple la région de Casablanca-Stade. Pour aborder cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Abdeltif Mazouz, président du conseil de la région de Casablanca-Stade. Monsieur Mazouz, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité et je vous félicite pour ce que vous faites à l'ODJ. Merci beaucoup et tout le plaisir est pour nous. Alors, avant d'entamer l'échange, permettez-moi, Monsieur Mazouz, de vous présenter à nos téléspectateurs. Vous avez obtenu votre licence à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah à Fès. Ensuite, vous avez eu votre maîtrise, votre DECS à Toulouse. Par la suite, vous avez eu votre doctorat en troisième cycle aussi à Toulouse et votre doctorat d'État à l'Université Hassan II de Casablanca. Vous avez entamé une carrière de professeur, n'est-ce pas? Vous avez été aussi consultant auprès d'organisations internationales dans le domaine de l'appui à l'investissement. Et vous avez été membre du comité scientifique du Centre marocain de conjoncture. Après cela, vous avez été directeur général de la Maison de l'Artisan en 2006. En 2007, vous avez été nommé ministre du Commerce extérieur, n'est-ce pas? Et en 2012, vous avez été ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger. Et en 2021, vous avez été élu président du conseil de la région de Casablanca-Stade. Et vous êtes également président de l'Alliance des économistes de l'Istiqlal et vous participez dans ce cadre au débat politique et économique du pays. Voilà. Monsieur Mazouz, avant de commencer, permettez-moi de faire un constat et je vous demanderai de le commenter si vous le voulez bien. La pandémie de la Covid-19 et depuis 9 mois la guerre en Ukraine ont eu un impact évident sur la vie des citoyens dans les territoires de manière générale. Mais en parallèle à cela, il y a les ruptures technologiques, l'intelligence artificielle, en l'occurrence, et tout ce que cela implique comme technologie. Tout cela s'est développé de manière rapide et on a vu cela dans la vie de tous les jours des populations. Et la question qui se pose pour une région comme Casablanca, qui représente, il faut le signaler, 32% du PIB national, vous êtes classé deuxième en matière de PIB par habitant, après la région de Dakhla ou de Dahab. Comment est-ce qu'on arrive, M. Mazouz, à concilier dans un contexte difficile qui est celui-ci, aussi bien favoriser une vie ordonnée, satisfaisante, décente aux populations, et maintenir l'attractivité de la région. Comment la région Casablanca-Stade évolue dans ce magma, si j'ose m'exprimer ainsi? C'est toute une thèse à développer. En tout cas, merci d'avoir posé un peu le décor de cette façon-là. Aux deux éléments que vous avez cités, j'ajouterai la sécheresse qui sévit et le stress hydrique, et notre région est parmi les plus touchées au niveau national. Donc, l'enjeu aujourd'hui, d'abord, c'est de travailler pour sortir un peu du contexte de crise, profiter de cette crise, parce que la crise, c'est aussi des opportunités. Donc, qu'il faut saisir. Et bien sûr, tout cela au service des citoyennes et citoyens pour leur permettre un cadre de vie plus décent et essayer de stopper et d'inverser la tendance provoquée par la crise, qui est l'appauvrissement, le réappauvrissement de la population. Donc, sachant qu'on revient à des niveaux de pauvreté qui remontent à plusieurs années. Donc, il faut rattraper tout cela. Alors, rattraper tout cela, ça nécessite quoi? Ça nécessite d'une part une planification, parce qu'il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne connaît pas son cap. Il faut absolument
planifier et savoir qu'est-ce qu'il faut faire et se projeter par rapport à des objectifs et à des chantiers structurants au niveau de la région. Mais en même temps, faire face à des éléments j'appellerais urgents. Donc, on parlait de la crise de l'eau, il faut faire face à la crise de l'eau. On parle de la détérioration du pouvoir d'achat, il faut permettre aux gens de rattraper leur pouvoir d'achat, et c'est une affaire de gouvernement. Donc la région est une structure qui est située un peu entre, d'une part, un travail de proximité étroite qui est exercé par la commune, et un travail de politique globale exercé par le gouvernement. Donc, dans cette position, la région peut être considérée le bon endroit, voire le meilleur endroit pour tout ce qui est de convergence de politiques publiques. Parce que les politiques publiques, leur traduction se fait sur le terrain. La commune est trop petite pour le faire, le Rabat est trop loin pour le réaliser. Donc la région peut devenir à ce stade-là, et on est en train de le faire sur un ensemble d'éléments, l'élément justement de convergence des politiques publiques, notamment pour tout ce qui est de sujets à multiples facettes, comme le sujet que vous venez d'évoquer. Donc on planifie l'amélioration du cadre de vie, puisque ce cadre de vie, le rendre attrayant, compétitif et, je dirais, favorable à l'épanouissement du citoyen. Si vous permettez, je vous interromps. À chaque fois, j'ai suivi un peu vos dernières interventions. Il y a systématiquement deux mots qui reviennent et ils sont très présents dans les discours du souverain: durabilité, inclusion. Et il me semble que vous allez dans ce sens également. Exactement. D'ailleurs, notre plan de développement régional, on le fait autour d'une vision qui justement définit la région de Casablanca-Stade comme une région locomotive d'un développement durable et inclusif sur les plans économiques et social. Donc, si vous prenez ça, c'est la durabilité, l'inclusion au niveau donc des 154 communes de la région, dont 125 sont rurales, il ne faut pas l'oublier. Oui, plus de 80%. Voilà. Et même si 20% de la population est rurale, 80% du territoire est pratiquement rural. Donc, donc il y a une forte concentration au niveau des centres urbains, donc c'est des 29 communes urbaines. Donc, et il y a cette préoccupation économique et sociale. L'économique, ça inclut l'ensemble des secteurs, donc, notamment des secteurs qui ont été identifiés comme prioritaires au niveau de la région, et je dirais que parmi les secteurs prioritaires figurent les secteurs non polluants et les secteurs à forte valeur ajoutée. Parce que n'oublions pas qu'on est dans une région qui se considère comme région pilote au niveau national, mais aussi au niveau continental. Une région où la pollution est très forte. Donc, plus de 52% des gaz à effet de serre sont émis par la région Casablanca-Stade. Et donc, par conséquent, nous sommes inscrits dans une logique de réduction des gaz à effet de serre. Je me rends à Sharm el-Sheikh jeudi prochain, justement pour aller explorer toutes les possibilités qu'il y a à travailler sur cette question de durabilité avec des institutions internationales et au niveau ce qu'on appelle infranational, donc entre régions et entre territoires. Donc la durabilité et l'inclusion, ce sont des éléments déterminants dans notre vision, au niveau économique, notamment pour les secteurs non polluants, et au niveau social, en prenant en considération toute la dimension de l'être humain, que sont l'éducation, la santé, la culture. Nous considérons aujourd'hui la culture comme un secteur à part entière. C'est pas seulement que du loisir, c'est aussi un secteur économique, un secteur générateur d'emplois. Nous avons lancé une première initiative avec Casa Events, où nous sommes en train de former des jeunes à tout ce qui est gestion des événements. Et vous savez aujourd'hui que le Maroc fait partie des grandes puissances d'organisation d'événements au niveau du continent. Donc il faut industrialiser cette approche. Donc tous ces éléments sont inscrits dans cette vision globale qui se traduit par des axes stratégiques sur lesquels on peut revenir. Et comme je le disais, il y a aussi la dictature de l'immédiat. Donc, et nous sommes
Nous avons déjà lancé des projets sur tout ce qui est adduction d'eau potable dans les douars de la région, sur tout ce qui est mise à niveau des infrastructures routières, sur tout ce qui est mise à niveau d'un millier d'établissements scolaires dans le milieu rural. Donc, et également dans tout ce qui est opportunité de création d'emplois pour les jeunes, notamment justement dans tout ce qui est start-up, avec des partenariats avec des institutions très connues dans ce domaine. Bailleurs de fonds. Ouais. Voilà. Et M. Mezou, vous avez parlé de la structure sociale en matière de citadins et de campagnards, de gens qui habitent à la campagne, mais d'après l'ONU, d'ici 2050, 2/3 de la population mondiale sera citadine. Donc certainement, ces chiffres seront inversés et la région de Casa ne sera pas en reste. Donc il y aura une pression continue sur les villes, il y aura de l'exode rural, il y aura de l'immigration, parce que le Maroc, il faut l'avouer, est devenu une terre d'immigration, aussi bien subsaharienne qu'européenne. Donc il y a beaucoup de défis à relever dans ce sens. Hein. Oui, c'est justement pour prendre en considération cet ensemble de défis que nous avons élaboré ce qu'on appelle le schéma régional d'aménagement du territoire. Donc, qui est une vision d'aménagement du territoire de la région sur les 25 prochaines années et qui donne un peu une structure urbaine et non urbaine et rurale, donc, et ce qu'on appelle des espaces projets, c'est-à-dire on a coupé ou découpé plutôt la région en 5 parties, où chaque partie qu'on appelle espace projet a une vocation principale. Donc, par exemple, je prends la province de Mslimane, sa vocation principale, c'est tout ce qui est économie verte. Je prends la couronne casablancaise, sa vocation principale, c'est tout ce qui est secteur non polluant et à forte valeur ajoutée, parce que le coût de la vie à Casablanca et dans la couronne casablancaise est très élevé. Donc, faire venir des gens vivre à Casablanca pour des emplois qui donnent des salaires faibles, c'est les condamner à vivre dans la pauvreté, ce qui n'est pas notre volonté. Donc, l'idée, c'est d'encourager tout ce qui est créateur de valeur et créateur d'emplois à haute valeur ajoutée, de manière à servir des salaires plus élevés et à permettre à ceux qui vivent à Casablanca, large au sens large du terme, donc ce qu'on appelait auparavant le Grand Casablanca, de vivre à l'aise. Et également, on a par exemple toute la zone d'El Jadida qui est considérée comme une zone dédiée à tout ce qui est international, notamment les industries lourdes, exportatrices, à commencer par tout ce qui est industrie chimique et industrie métallurgique. Donc, ce travail qui a servi à avoir une vision globale a tenu compte justement des flux migratoires, des flux d'exode. La région Casablanca-Stade est déjà dedans. Hein. On est à à peu près 80% de population qui est urbaine, même si l'espace est occupé essentiellement par des communes rurales. N'oublions pas que la région Casablanca-Stade est considérée comme le grenier du Maroc, donc fournisseur aussi alimentaires pour le Maroc, aussi bien en produits agricoles qu'en produits transformés. Mais donc, là, ce qu'il s'agit aujourd'hui de faire dans cette perspective, c'est de créer un cadre de vie à travers ce que nous appelons des centres émergents, qui sont des centres ruraux, mais à la fois équipés à l'urbaine. Et dans ce cadre de vie, il faut qu'il y ait tous les services publics nécessaires à la vie décente du citoyen, mais qu'il y ait aussi des opportunités d'emploi et de création d'auto-emploi de proximité. Notre idée, c'est créer des zones d'activité économique de proximité, de petite et moyenne taille. Ce n'est pas des zones industrielles de grande dimension, mais ça doit tourner autour de 10 hectares, avec la possibilité de les offrir à des prix très, très, très compétitifs et permettre aux jeunes et aux moins jeunes de créer des entreprises et des opportunités pour des jeunes qui vont vivre
autour de certaines communes rurales, à l'intérieur de communes rurales et autour de ces communes rurales, tout en ayant le service de l'urbain, sans être obligé justement de se déplacer. Et ça contribuerait à sédentariser, entre guillemets, les habitants des communes en dehors des grandes agglomérations, mais également ça contribuerait à réduire la pollution. Parce que si vous offrez aux gens de l'emploi, tout le service dont ils ont besoin à proximité, ils se déplaceront moins et par conséquent, ils pollueront moins. Ajoutez à cela tout ce qui est digital, si vous fournissez, et ça fait partie de nos axes stratégiques, si vous fournissez donc la couverture Internet à une grande partie, voire à la totalité de l'espace, donc les gens vont utiliser les nouvelles technologies pour se servir, pour travailler, pour distribuer du service à distance, pour recevoir aussi ces services à distance. Et encore une fois, ça permettra de générer de l'emploi et de réduire la mobilité et par conséquent réduire la pollution. La base, de toute manière, monsieur, de la gestion intelligente, c'est une infrastructure de télécom de qualité. Ça, c'est la base. Sinon, aucune intelligence ne peut se faire. Monsieur, vous avez parlé du schéma de développement sur les 25 années à venir, mais dernièrement, le plan de développement de la région a été adopté, n'est-ce pas, à la majorité en octobre 2022. Il comprend 70 projets sur 300, n'est-ce pas? Et il est censé justement être tenu sur votre mandat, sur la période du mandat de 2022 à 2027. Alors, j'ai lu que vous aviez parlé d'une première mouture. Est-ce que c'est une version qui va être réajustée? Est-ce que d'autres projets vont être ajoutés à ces 70? Pourquoi vous parlez de première mouture de plan de développement? Écoutez, un plan de développement régional, un programme de développement régional, c'est comme ça qu'il s'appelle, parce que nous sommes censés programmer des actions de développement durant la mandature du Conseil. Et donc, c'est le produit d'une réflexion globale. Hein, donc, ça n'a pas été produit in vitro. Il y a eu une tournée dans les 9 provinces et préfectures de la région, où on a discuté avec la société civile, les élus, les professionnels, mais également on a discuté avec les différentes administrations concernées pour, recenser les besoins, faire un diagnostic de territoire, et 2, se mettre d'accord sur un ensemble d'éléments qui ont composé ce programme de développement régional 2022-2027. Donc les 70 projets que nous avons retenus, c'est des projets ou des programmes. Lorsque vous dites parmi 300, c'est pas parmi 300. Les 300 ont été synthétisés en 70. D'accord. Ça il n'y a pas une sélection sur des... Non, c'est-à-dire, par exemple, si je parle de l'adduction d'eau potable, c'était plusieurs projets qu'on a regroupés dans un seul programme qui va toucher à peu près une centaine de doigts. Donc c'est le produit d'une réflexion collective qui a été regroupée en 70 programmes au projet. La différence entre un programme au projet, c'est qu'un projet est un projet lourd. Hein. Je vous donne comme exemple de projet la station de Salmondo. C'est un gros projet donc, qui est fait pour rester dans l'eau, pour faire la différence entre projet et programme. Un programme, c'est justement l'adduction de l'eau potable dans plusieurs. Donc c'est un programme, c'est plusieurs petits, micro, moyens projets qui parmi les projets structurants. Donc on veut par exemple, pour donner cet éclat de hub international de Casablanca, on veut qu'il y ait un vrai centre d'exposition et de conférence à Casablanca que Casablanca ne possède pas. Hein. Donc les grands événements vont se faire à Marrakech ou vont se faire à l'étranger. Et Casablanca a sa place par rapport à cela, donc ça fait partie des projets structurants. Parmi les projets structurants, il y a certains axes routiers. Donc parmi les projets structurants, on lance un fonds de développement, un fonds d'investissement
régional, donc qui va bénéficier justement aux petites et moyennes entreprises de la région pour justement lancer des activités dans les différents territoires et dans les zones d'activité économique de proximité dont j'ai parlé. Voilà un peu la différence entre un projet structurant, gros, d'envergure, qui est localisé quelque part, et un programme qui n'est pas localisé quelque part. On va lancer le programme et lancer des appels à projets. Les communes vont souscrire à ces projets, amener leurs propositions, dire voilà ce que je veux faire, etc. Les associations, par exemple, pour tout ce qui est animation culturelle, peuvent également souscrire à ces projets. Les associations d'économie sociale et solidaire peuvent également souscrire à ces programmes pour tout ce qui est création d'entreprises et génération d'emplois. Donc c'est, voilà, programme et projet, la différence. Alors pourquoi je parle d'une première mouture? C'est une mouture, comme je vous l'ai dit, qui est le résultat d'un dialogue, d'une concertation avec toutes les parties prenantes concernées, y compris celles qui vont mettre, la main à la poche. Maintenant, on est arrivé à 70 programmes et projets avec à peu près 53 milliards de dirhams, dans lesquels la région contribue à peu près à 17 milliards de dirhams, et le reste, c'est des partenaires. Donc, ceci va faire l'objet d'un travail de syndication, de mobilisation de ces différents partenaires qui vont, in fine, approuver les choses qu'ils ont proposées elles-mêmes, ou dire qu'aujourd'hui, non, compte tenu de ceci ou de cela, on préfère retirer ceci ou on préfère ajouter cela. Donc, il y a un travail qu'on va faire durant les 3 prochains mois qui va justement nous permettre d'arriver à ce qu'on peut appeler un contrat-programme État-région. Et la loi, en plus, nous oblige à réviser cette mouture au bout de 3 ans. Donc faire une évaluation, voir où ça fonctionne, etc. et mettre à jour un peu cela. Donc c'est pour ça que je parle d'une première mouture. Il peut y avoir une deuxième, puis une troisième, peut-être même une quatrième. Donc c'est pas, heureusement d'ailleurs, que c'est pas figé, que c'est une feuille de route. Mais dans une feuille de route, on peut aussi ajouter des pistes pour compléter. Très bien, monsieur. Alors, une question sous-jacente à la précédente, monsieur Mezoud, qui dit plan de développement régional, dit gouvernance, et j'irais même bonne gouvernance, très bonne gouvernance. Et qui dit gouvernance, dit ressources humaines, capital humain, formation continue des ressources, etc. Est-ce que la région Casablanca-Stade dispose des ressources humaines pour mener à bien et à terme ces projets ambitieux dont vous venez de parler? On me posait la question pour la région Casablanca-Stade, je vais vous répondre pour la question de la région Casablanca-Stade, mais c'est un peu valable partout. Il ne faut pas oublier que l'expérience de la régionalisation chez nous est très jeune. Et notamment les régions dans leur mouture actuelle, les 12 régions. Donc nous sommes au 2e mandat. Et pour parler de la région Casablanca-Stade, on est à peu près une centaine de personnes donc, pour gérer tout ça. Donc ma première préoccupation était justement de construire la structure humaine pour gérer les projets que nous voulons réaliser. Donc on était jusqu'à fin 2021, on était à des taux de réalisation que je n'oserais même pas citer. Donc par rapport à ce qui était programmé. Pourquoi? Parce que justement, 1, il y a les ressources humaines, et 2, il y a aussi les mécanismes administratifs, les procédures, qui ne sont pas suffisamment rodées pour l'instant. Et donc, entre la région et les différentes administrations, le va-et-vient, il faut respecter ceci, il faut respecter cela. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on vient juste de finir la structure supérieure de l'organigramme de la région. On avait un seul directeur qui était le directeur général des services de la région, qui était le directeur général de la REP, qui faisait directeur des 4 directions en même temps. Donc tout ça, heureusement, de la REP, M. Mezoud, c'est l'agence régionale d'exécution de projets. De projets, voilà. Qui est une agence, on va dire, prévue par le législateur
pour faciliter justement l'accès à des ressources humaines spécialisées de manière contractuelle, à chercher des ingénieurs, par exemple, pour les travaux publics, pour tout ce qui est route, parce qu'on fait beaucoup de routes. Ouais. Donc, on est censé, on a l'obligation, on a un budget de 360 millions de dirhams, plus de 100, ça fait 560 millions de dirhams, rien que pour l'adduction d'eau potable dans le monde rural, plus tout ce qui est assainissement. Il faut des hommes et des femmes de métier dans ce domaine. On veut avoir des centres émergents, donc des communes modèles. Donc, comme je vous l'ai expliqué au départ, il faut que l'on ait des spécialistes dans ce domaine. Et pour ça, il faut donc avoir plus de latitude dans la capacité de recruter et la capacité de bien payer ses compétences. Mmh. Là, on va passer à la gestion intelligente, si vous permettez, M. Mezoud. Je vais citer un certain nombre de projets qui rentrent dans ce contexte-là, et je voudrais que vous me disiez lequel ou lesquels avez-vous privilégié dans ce plan de développement. Je pense notamment à l'accompagnement pour la décarbonisation et le zéro émission à gaz dont vous avez parlé, tirer profit des déchets, le recyclage, la gestion intelligente des bâtiments, mettre plus de convivialité pour les piétons et pour les vélos, des plateformes en ligne pour les habitants de la région, pour la démocratie participative, vous en avez parlé, les services de santé, la vie culturelle de la région, vous en avez parlé aussi, les services pour la famille, pour les jeunes, les recherches publiques gratuites ou payantes pour l'éco-déplacement, l'électrification des moyens de transport, la gestion intelligente des infrastructures routières, la gestion intelligente des infrastructures de l'eau et l'électricité, et j'en passe. Quel est, je dirais, votre positionnement par rapport à ces projets de gestion intelligente du territoire, des territoires de la région? Toute gestion intelligente est basée d'abord sur l'établissement de priorités. Et donc, et par conséquent, suivre ces priorités. Alors, nous avons défini nos priorités d'abord en tenant compte des prérogatives du Conseil régional. Vous savez, on n'a pas le droit de mettre la main partout. On a des prérogatives qu'on appelle des prérogatives propres, c'est-à-dire sur lesquelles on peut, nous, avoir du leadership et prendre de l'initiative. Et ça concerne tout ce qui est développement économique, tout ce qui est environnement, tout ce qui est culturel, tout ce qui est développement du monde rural, ces éléments-là que vous avez cités. Et donc, par rapport à tout ce qui est mobilité, c'est important. Donc, ça me ramène justement à vous parler de certains éléments dont vous avez parlé. Dans cette gestion intelligente des territoires, aujourd'hui, il y a une question qui se pose, c'est l'eau et l'environnement. Je les mets tous les deux ensemble parce qu'il y a un impact de l'une sur l'autre, qu'on le veuille ou pas. Donc il y a un travail que nous sommes en train de mener avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Équipement et de l'eau. Un, pour nous équiper de micro-unités de dessalement, pour permettre justement une proximité, on va dire, de fourniture de l'eau au niveau des territoires. Deux, pour une rationalisation des eaux, enfin de la canalisation des eaux. Et surtout, trois, pour tout ce qui est reuse, ce qu'on appelle le reuse, le recyclage des eaux usées. Moi, chaque fois que j'arrive à Rabat, je suis jaloux de voir comment Rabat est une ville verte aujourd'hui. Mais il faut savoir que c'est grâce justement à l'utilisation des eaux usées, donc qui ont été recyclées, que Rabat aujourd'hui bénéficie de cette belle robe verte. Donc nous voulons adopter la même chose au niveau de Casablanca, mais aussi de tout ce qui tourne autour de Casablanca. Je parle bien de Ben Slimane, Mohammedia, Nouassar, Ndiona. Donc toutes ces parties-là, nous avons des collecteurs qui déversent dans la mer plus d'eau que ce que va créer la grande centrale de dessalement. Plus de 300 millions de mètres cubes par année.
donc qu'il faut, qu'on peut recycler et réutiliser. Donc, il y a cet aspect-là, il y a tout ce qui est lié à l'environnement sur lequel nous pouvons agir et qui est encore une fois en relation avec cette fois-ci la mobilité. Donc, vous savez que lorsque chacun prend sa voiture et chacun appuie sur un champignon polluant, et plus on sera nombreux dans un même moyen de locomotion, moins on va émettre de gaz à effet de serre. Donc parmi les axes que nous sommes en train de privilégier, sur lesquels nous travaillons avec les parties prenantes concernées, c'est la mobilité à l'intérieur de la région par voie ferrée. Donc, avec l'ONCF, nous sommes en train de travailler sur un plan qui permet justement de transporter le plus possible de gens par voie ferrée à l'intérieur de la région. Je parle des transports intercommunaux, sachant que nous avons investi avec la ville et les autres partenaires sur Casablanca et l'entourage, sur les tramways. Les deux premières lignes sont opérationnelles, la ligne 3 et la ligne 4 est bien avancée, théoriquement vers le mois de fin premier semestre 2023, nous aurons le démarrage de la ligne 3, puis après celle de la ligne 4, en plus de ce qu'on appelle les bus à haut niveau de service, également, qui seront prêts dans le premier trimestre de 2023. Donc tous ces éléments versent dans une préoccupation qui est bien sûr la facilitation de la vie, l'attractivité du cadre de vie, mais aussi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc si vous ajoutez à cela tout ce qui est digitalisation, couverture des zones blanches en termes d'Internet, nous sommes en train aussi de nous approcher et de discuter avec des opérateurs à ce sujet-là. Donc ça va un peu dans votre sens de l'intelligence, en tout cas, est tel que la région peut le pratiquer. Il y a des choses sur lesquelles on intervient de manière indirecte et les initiatives viennent soit des communes, soit même de l'État. Donc, lorsque ça vient des communes, c'est ce qu'on appelle des prérogatives partagées. Lorsque ça vient de l'État, c'est souvent des prérogatives transférées de l'État vers la région. Donc, si je comprends bien, monsieur, la gestion intelligente, ce sont des initiatives au niveau des communes qui remontent jusqu'à vous, et vous êtes le support pour justement aider ces communes à, par exemple, installer des capteurs pour l'électricité la nuit. Quand il n'y a pas de passage, ils sont à 10%. Quand il y a un passage, ils deviennent à 100%, ou la gestion des infrastructures routières. Donc il faut que ça vienne des communes pour que ça remonte chez vous. Ça dépend. C'est pas toujours ça ne part pas toujours des communes. Il y a des initiatives, comme je vous dis, lorsque c'est nos prérogatives à nous, c'est nous qui prenons l'initiative. Vous avez cité les capteurs, par exemple, c'est nous qui avons installé des capteurs d'émissions de gaz à effet de serre au niveau de la région, qui donne donc un bulletin de pollution, donc qui donne une idée de comment ça. C'est nous qui avons pris la prérogative de faire l'étude de tout ce qui est éclairage public et comment gérer de manière plus intelligente l'éclairage public et comment le diffuser. Maintenant, on travaille ensemble avec la grande région, enfin la grande commune aux préfectures de Casablanca sur la grande décharge publique. Donc pour arriver à une espèce d'écosystème automatisé, on va dire d'économie circulaire. Donc pour que la décharge ne soit pas une source de poison, mais qu'elle soit une source de richesse. Ouais. Donc on est en train de préparer un projet en commun avec la région et avec les autorités compétentes. Même chose, je vous ai parlé des eaux usées, donc ça c'est une initiative que nous avons prise au niveau de la région, que nous sommes en train de discuter avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Équipement et de l'eau. Donc maintenant, l'exemple de choses qui viennent des communes, tout ce qui est, par exemple, on va dire un marché public.
Nous sommes avec la ville de Casablanca en train de travailler sur le gros projet de ce qu'on appelle le Rungis marocain, un gros marché de Go qui va couvrir un peu toute la région, mais pas que. L'actuel marché de Go n'est plus adapté, ni en termes de positionnement, ni en termes de dimension. Donc, nous sommes en train de travailler sur un projet, mais l'idée est venue de la commune. Et on partage tout ça ensemble. Donc, si je comprends bien, il y a beaucoup de choses qui sont à l'étude pour implémenter des applications sur le terrain, on va dire, d'intelligence, de smart cities. Alors, dans ce cadre-là, est-ce que vous avez établi des partenariats de recherche et développement avec les universités et les écoles supérieures de la région? Sachant que parmi, vous avez comme élu local notre ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Tout à fait, il est élu, il est même vice-président. Donc avec Semiraoui, on a travaillé un peu sur l'idée un peu de l'intégration de l'université dans son environnement régional. Donc, nous avons 6 universités, 3 publiques et 3 privées dans la région. Donc, on peut considérer que nous avons un écosystème universitaire très riche, en plus d'institutions qui ne relèvent pas de l'université, comme l'ISCAE ou l'École Hassani des travaux publics. Donc, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Donc, avec tous ces acteurs, l'idée, c'est d'aller vers ce que j'ai dit tout à l'heure, des appels à projets. Donc, maintenant, nous sommes déjà en train de réaliser des choses avec l'école Hassania. Nous sommes déjà en train de réaliser des choses avec l'ISCAE. Donc des applications spécifiques pour la gestion intelligente des villes, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Donc, la gestion intelligente des villes, mais aussi la création d'entreprises, travailler sur des pépinières un peu en matière de start-up. Nous sommes en train de lancer, il est bien avancé en termes de construction avec la fondation de recherche scientifique présidée par M. André Azoulay. Donc on a un grand centre qui est en cours de construction à Mohammedia et qui a comme objectif justement de développer la recherche dans les nouvelles technologies et de créer des start-up dans ce domaine. Nous avons déjà lancé quelques start-up avec Casa Finance City dans tout ce qui est FinTech. Donc nous avons également une convention avec l'INRA et avec d'autres, parce qu'il y a l'INRA qui est présente dans la région. Donc, il y a des choses qui sont en cours, mais on va, j'allais dire, démocratiser l'approche, l'industrialiser par des appels à projets pour que ça soit ouvert à toutes les institutions qui s'inscrivent dans cet esprit. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Menou, des 70 projets. Ces projets structurants, ils rentrent dans 10 volets. Permettez-moi, je vais les citer. Et je voudrais que vous nous citiez des projets dans ce cadre-là. Donc, vous avez des projets concernant des zones humides. Des zones humides, oui. Des zones humides. Le transport urbain et rural. L'eau potable, vous en avez parlé. Le soutien de l'éducation et la santé dans les zones rurales. Le développement du réseau routier. Les zones industrielles. Le tourisme villageois. La formation, la création d'entreprises et enfin la mémoire historique. Alors, dans ces volets-là, quels sont les projets que vous avez initiés et quelle est justement la gestion intelligente que vous avez éventuellement associée à ces projets? Tout ce que vous avez cité, c'est des programmes. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs projets à l'intérieur. D'accord. Je vais prendre celui qui va parler à tout le monde. C'est les écoles. Avec l'Académie régionale d'éducation et de formation de la région Casa-Stade, on s'est mis d'accord sur un programme qui est en cours de réalisation de mise à niveau de 1000 écoles rurales. Dans cette mise à niveau, il y a toute l'infrastructure, on va dire, basique, classes, toilettes, mobilier, mais il y a tout l'équipement smart, tout l'équipement digital qui va permettre à ces élèves d'être, j'allais dire,
connectés. Voilà, je cherchais le terme d'être connecté. Donc c'est l'équipement en matériel, la connexion Internet, etc. En contenu éventuellement. En contenu, effectivement, parce que la pandémie Covid a eu les dégâts qu'elle a eu, mais elle a eu aussi quelques vertus. Elle nous a permis aujourd'hui de savoir que le Marocain est capable de s'adapter à tout ce qui est digital, aussi bien en éducation, en recherche, en santé, en loisirs, en travail à distance. Donc, il faut le faire à partir de l'école. D'accord. Dois-je comprendre, M. Mézeux, que vous êtes engagé pleinement dans la lutte contre l'abandon scolaire, qui est devenu quelque chose de très important, et le ministre en a parlé il n'y a pas très longtemps, avec des chiffres alarmants à l'échelle nationale, 300 à 400 000 abandons par an. Est-ce que vous êtes engagé également dans Nous sommes partie prenante dans ce programme qui est mené par le ministère concerné à travers son académie régionale, que je salue, la vérité, que je salue de cette tribune, parce que c'est des gens qui travaillent énormément, on travaille très étroitement. Donc, je souligne, pour la petite histoire, que l'éducation ne fait pas partie des prérogatives propres de la région, ça fait partie des prérogatives transférées, et nous, on intervient notamment pour tout ce qui est développement rural. Donc, c'est les écoles dont je vous ai parlé, c'est surtout des écoles rurales, parce que nous avons cette prérogative. C'est là où il y a le plus fort taux d'abandon. Voilà. Donc, l'abandon, c'est l'école. Est-ce qu'elle est... C'est une école de proximité ou pas? Est-ce qu'elle est propre ou pas? Les filles abandonnent l'école parce qu'il n'y a pas de toilettes. Les filles abandonnent l'école parce qu'il n'y a pas de transport. Et donc, il faut du transport. Quand j'ai parlé tout à l'heure du transport, c'est du transport pour l'école, mais aussi du transport pour l'emploi. Les femmes abandonnent l'emploi parce qu'il n'y a pas de transport, ou bien parce que le transport qu'il y a n'est pas un transport, on va dire, sécurisant pour elles. Donc, c'est ces éléments-là sur lesquels nous avons essayé d'être le plus producteur de valeur. On a cherché ce que j'appelle des prérogatives orphelines, c'est-à-dire un ensemble de prérogatives qui ne sont pas nécessairement suivies de près par le central, qui ne sont pas suivies de près, ou même, je dirais, qui sont ignorées parce que peu connues de la part des communes, et donc sur lesquelles on peut être apporteur de grandes valeurs ajoutées, comme ce que je vous ai dit, la couverture des zones blanches en matière de télécom, ou par exemple dans le domaine de la santé, tout ce qui est gestion des urgences et gestion de la transfusion sanguine. Donc la santé ne fait pas partie de nos prérogatives non plus, mais on intervient un peu parce que c'est vide, il y a un vide là-dedans, et nous voulons aider nos amis de la santé au niveau local pour essayer de combler des déficits qu'il y a sur ces deux chapitres, et peut-être d'autres aussi. D'accord. Monsieur Mézeux, je voudrais à présent que vous nous parliez de vos partenariats nationaux et internationaux en matière de gestion intelligente, vos partenariats d'abord, mais aussi dans le domaine de la gestion intelligente des villes. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en développez? Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Est-ce que vous avez signé des partenariats avec des villes, par exemple, d'autres régions en matière de gestion intelligente? Écoutez, qui dit signer partenariat, ça veut dire qu'il y a quelque chose de formel qui a été signé, etc., avec d'autres régions du Maroc. Pour l'instant, non. Pour être clair, mais on travaille ensemble dans le cadre de l'Association des régions du Maroc, où il y a un échange d'expériences entre les 12 régions. L'Association des régions du Maroc regroupe les 12 présidents, mais regroupe aussi les 12 directeurs généraux de services de chacune des régions, et regroupe aussi les 12 directeurs des AREP des 12 régions. Donc, c'est des gens, chacun coordonne un peu à son niveau, et nous avons un programme de travail qui est suivi et piloté par la Direction générale des collectivités territoriales au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, ça au niveau national. Au niveau international, donc,
J'ai demain une réunion avec la région wallonne sur justement ces points, donc avec la présence du ministre-président de la Wallonie, où on va travailler sur tout ce qui est d'abord expérience régionale belge, mais également sur 4 programmes, dont un sur justement la gestion intelligente, un deuxième sur tout ce qui est agroalimentaire, un troisième sur tout ce qui est mobilité, un quatrième sur la gouvernance. Donc c'est demain. Nous avons également une convention avec la région Île-de-France. Donc, et le chapitre qui est ciblé, qui est actionné, c'est justement tout ce qui est intelligence territoriale. Donc, en premier lieu, donc, pour être très concret. Mais également, nous allons voir avec eux la question dont je vous ai parlé, celle du marché de gros, donc le grand Rungis que nous voulons faire pour Casablanca. Très bien. Monsieur Mezoud, à Casablanca, il s'est installé comme un événement de taille. C'est le symposium annuel de la Smart City. Il se tient, je crois, en milieu d'année à Casablanca. Quel est le rôle de la région dans ce symposium? Comment vous y participez et comment vous le voyez, ce symposium? Est-ce que c'est quelque chose dont profite la région en matière de partenariat, en matière de vision, en matière de réflexion autour de la gestion intelligente du territoire ou des territoires de la région? Écoutez, c'est un salon professionnel d'abord, il faut le dire. Bien sûr, il y a, comme tous les salons professionnels, il y a toujours une composante éditoriale dans ces salons. Donc, qui dit salon professionnel, ça s'adresse à des gens qui maîtrisent cet aspect-là. Nous, région, on y participe comme acteur local, comme exposant, comme bien sûr nos équipes s'y inspirent aussi au même titre que les autres des nouveautés dans ce domaine. Donc, mais la vérité, j'ai eu l'occasion de visiter ce salon à 2 reprises. Avant le Covid et depuis que je suis président de la région. Donc je pense que c'est un événement qui s'installe, qui commence à marquer son territoire, qui a l'avantage d'apporter un ensemble de nouveautés dans le domaine un peu des nouvelles technologies, donc notamment dans tout ce qui est digital et tout ce qui est smart, on va dire, et donc, qui inspire, on va dire, les différents opérateurs, parce qu'il y a aussi des prestataires qui viennent, des solutions qui sont présentées. Des solutions qui sont présentées, et donc à partir desquelles on peut creuser des solutions pour nous. Exact, tout à fait. Monsieur Mezoud, on arrive à la fin de cette émission. Tout le plaisir était pour nous d'échanger avec vous. Et il est d'usage de laisser le dernier mot à notre invité. Quel sera le vôtre? Je dirais d'abord que la région est une institution très peu connue de la part du citoyen, et donc tout ce qu'on peut dire, chaque fois personnellement que j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle parce qu'il faut que le citoyen s'approprie sa région. Et pour encourager aussi le politique à faire du travail qu'il doit faire au profit du citoyen. Il faut que le citoyen suive ce que fait la région, qu'il propose, qu'il critique. Il ne faut pas hésiter de critiquer, mais aussi de proposer des choses qui nous permettent de corriger ce que nous avons planifié au fil du temps. Deuxième élément sur lequel je veux insister en m'adressant cette fois-ci au grand public, c'est que nous vivons au Maroc, et plus particulièrement dans notre région, un stress hydrique sans précédent. Et que toute goutte d'eau qu'on peut économiser est la bienvenue, parce que nous avons une vraie problématique de l'eau dans notre territoire. Et le temps que toutes les solutions que nous sommes en train de mettre en place se mettent en place, on risque d'avoir des ruptures. Donc plus on économisera, et mieux on évitera des situations critiques où il y aura des ruptures au moins momentanées. Donc c'est un appel de cœur que je lance à tout le monde. Faites attention à l'eau, c'est une ressource rare. La hayata duna ma'.
Monsieur Mazouz, merci beaucoup pour cet échange. Je rappelle que vous êtes président du conseil régional de Casablanca-Stade. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.